Hop, il y a un peu de monde qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Normalement, Marion, tu es là. Ouais, c'est bon, parfait. Voilà, bon, je sais pas pourquoi ma vidéo marche pas, mais c'est pas le plus grave. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez, oui, là, il y a un peu de Euh, monde qui vient d'arriver. Je regarde la salle d'attente et c'est bon. C'est bon. alors déjà, je vais me présenter parce que je pense que tout le monde ne me connaît pas. Je suis vétérinaire. Je suis diplômée depuis 2020 d'Alfort. J'ai fait un internat à Saint-Hyacinthe, en animaux de compagnie, puis un internat spé en AC. Et depuis, je suis rentrée en France et là, je fais des gardes à Taverny exclusivement. Et à la fin en octobre, là, je vais aller en Belgique pour faire du 100% NAC. Voilà, voilà. Alors là, je vais vous faire une présentation sur vraiment le question très pratico-pratique sur les stages digestifs des lapins. Donc déjà, c'est quoi une stase? Il faut aller déjà sur la base. C'est pas une maladie, c'est un syndrome. C'est un peu comme l'équivalent de l'apprentissement du chien. C'est pas un diagnostic, hein, c'est juste un syndrome, une symptomatologie. Et par définition, une stase chez le lapin, c'est une arrêt, voire une diminution du transit digestif, soit par une anorexie, soit par l'absence des selles, ou bien les deux, depuis plus de 6 heures. Potentiellement, c'est moi parce que j'ai une connexion très nulle. Vous m'entendez vraiment pas? Si, c'est bon, c'est juste que par moment, ça fait un petit peu robot, mais ça va. Ouais. Alors, attendez, ça a bugué. Donc déjà, contrairement au chien-chat, je trouve que l'ENAC, l'anamnèse est hyper importante, des fois même plus que l'examen clinique. La plupart du temps, on a déjà le diagnostic à l'anamnèse. Il faut vraiment déjà leur demander s'il fait des selles ou urine, combien il fait de selles, comment sont les selles. Elles sont petites, elles sont diarrhéiques, elles sont sèches, est-ce qu'il y a du poil dans les selles? Clairement, ça nous aide pour le diagnostic, par exemple, pour un tricobézoar, etc. Pour la prise alimentaire, est-ce que là, c'est très différent que ce soit un arrêt brutal, donc quelque chose d'un seul coup qui est arrivé, ou bien un appétit sélectif qui traîne depuis un petit moment, par exemple, lorsqu'on a une maladie dentaire, d'un seul coup, le lapin a pas mal d'un seul coup. En général, c'est pas un arrêt brutal, c'est de pire en pire. En gros, il arrête de manger le foin, puis après d'autres choses. Puis l'état général. Est-ce qu'il reste dans son coin? Est-ce qu'il change de position? C'est-à-dire qu'en gros, le lapin, il a mal, ou est-ce que le lapin va super bien en général? Quand ils ont une maladie dentaire, le lapin ne mange pas, mais il fait sa petite vie par ailleurs. Je crois qu'il y a du bruit pour Thomas. Et du bruxisme ou pas, ça veut dire que soit il a mal aux dents, soit il a mal autre part. Puis après, il faut se renseigner sur l'alimentation du lapin. Ça nous aide aussi pour plus tard. Un, pour donner les recommandations. Deux, pour tout ce qui est dentaire, pour tout ce qui est dysbiose. Donc, en gros, si un animal mange trop de sucre, pas assez de fibres, clairement, il aura une stase secondaire, Ouais, parfait. soit en raison de ses dents, soit parce qu'il n'y a pas assez de fibres, trop de sucre, donc il y a des bactéries mauvaises qui vont se pulluler, ce qu'on appelle une dysbiose sécale, par Alors, exemple. les heures les arrivées de retard, enfin le retard. Marie, ton micro. Ouais. Je Marie, crois on que tu me t'entend. fais un mail. Puis après, Ah, demande-lui à Faucine. Ouais, ouais, elle a accès. il Alors, faut rechercher il y a juste un point, je te dis ce que je sais, Marie, on tu me t'entend. dis, enfin, que je te donne toutes les informations que j'ai. Quand on a Marie? ouvert Alfort, j'avais fait un devis pour mettre un système de serrure connectée. C'était pas celui-là, c'était un autre. C'est le même que celui qui est au standard. C'est la même Marie! entreprise, sauf que ça coûtait une blinde et que, voilà, quand on a Je ouvert crois qu'elle nous Alfort, entend c'était pas. du test, enfin, on n'allait pas mettre 4 000 € dans une serrure. Donc le temps a passé, puis en fait la nécessité et alors je reviens. Et le commercial était très pro et très bien de cette société. Et moi je lui avais évoqué l'idée de se servir de ça comme badge en fait, Marie, donc on comme t'entend. pointeuse. Et il m'avait indiqué que légalement on ne pouvait pas l'utiliser comme une pointeuse. Bon, on va attendre. Voilà, donc je sais pas. Ok, voilà. Bon. Puis après, il faut, c'est comme par exemple les cystites des chats, il Je y sais a pas, tout je te un dis juste ce changement qu'il dans son m'avait dit. environnement. Tout Moi là, stress les peut personnes entraîner à lui seul un arrêt de transit. celles qu'on a, ils n'ont rien dit, mais ils étaient, enfin, Puis, c'était pas le même évidemment, se profil renseigner sur le de statut personne. vaccinal des lapins. Bon, c'est peut-être pas le plus important chez les lapins. Puis, s'il sort ou pas le lapin, pourquoi? Surtout pour les chats d'extérieur. S'ils ont une diarrhée et tout, il faut penser aux causes parasitaires, à la coccidiose hépatique, On peut, etc.
Puis on évidemment, s'il pourrait a des l'ajouter, tu penses, antécédents, au le contrat? lapin, son statut reproducteur, par exemple, surtout chez les D'accord. lapines, si elles sont Ok. assez âgées, elles Ouais. peuvent avoir des stades Non, dus à mais mets-toi ça sur ta liste des choses pour les des prochains. adénocarcinomes utérins. Ok. Puis on passe à l'examen clinique sur un Eh animal ben, moi, j'ai critique pas de par retour rapport pour à un l'instant. chien-chat où Je on l'ai appelé ferait juste hier le 2 fois. Son TPR, téléphone coupé, genre, ça sonnait pas. la Et là, je l'ai appelé température. ce matin, En elle n'a vrai, pas j'ai vraiment du décroché. mal là à parler en doublon. Ouais. Marion, si tu veux, attends, Après, elle je est vais rarement. texter Des fois, il y a Mary des phases où elle et n'est pas elle peut joignable, hein. l'appeler. Dans ses défauts. Tu sais, elle était à ASV avec nous avant. Bah, des fois, tu lui poses une question, tu as une réponse 15 jours après. Mais Ok. bon, c'est pas bien, mais voilà. Je pense, mais juste la Moi, hier, conférence j'avais en deux, pause, trois ça va trucs à être, dire. Je on pense va que pas j'ai un peu t'entendre. oublié certains trucs, mais un des points que je voulais voir avec toi, au début, quand on avait essayé de mettre en place les process, Jean-Louis devait appeler les nouvelles personnes pour qui je mettais qu'on avait un nouveau, pour leur parler du contrat. Attends, je regarde juste. Attends 2 secondes. Attends, faut que je te rappelle. Il y a un problème. Attends, je te rappelle. Marie, ton micro était allumé depuis tantôt. Marie, Allô? tu nous entends? Ouais, Ouais, ça y est. Marie, c'est juste que ton micro était allumé depuis tantôt. Et je savais pas. Elle m'a appelé. Normalement, c'est tout petit. Là, du coup, ça va? Vous m'entendez pas? Si on t'entend. Oui, mais Maintenant, ouais. ouais. Ok, je suis vraiment désolée. Du coup, je Parce que je faisais. pense qu'il y a deux comptes. Upgrade URSAF par émergence. Bon. Je Bon, là, on pense que n'entend plus tu peux rien. repartir, Marion. Vous voulez que j'en repars un petit peu d'avant? Je sais pas si vous Est-ce que arrivez vous à voulez m'entendre. qu'on redémarre la conf ou c'est peut-être chiant pour vous, peut-être? Euh, Bah, continuez. Bon, on passe à l'examen clinique. Sur un animal critique, clairement, on n'a pas le temps de voir toujours les dents et tout. Honnêtement, les dents, c'est pas l'urgence vitale. Mais à minima, un animal qui va super pas bien, bah, on fait le TPR ou l'ABC, là, l'équivalent chez les chiens-chats, donc la température, la fréquence cardiaque, le pouls, etc., la fréquence respiratoire. Et je rajouterai la palpation abdominale, parce que clairement, si un animal qui est une dilatation gastrique énorme, et comme les lapins ne peuvent pas vomir, régurgiter, donc c'est vraiment important et ça peut mettre en jeu sa vie. Puis après, si on a un petit peu plus le temps, on réévalue entièrement le lapin et c'est très important. C'est un animal extrêmement fragile dans le sens où ils ont des pattes, leurs pattes inférieures sont extrêmement puissantes, leurs cuisses par rapport aux vertèbres, qui fait que si le lapin a peur, s'il est mal tenu, il va faire une ruade, donc il va vouloir sauter avec ses pattes arrière tellement fort qu'il va se mettre dans tous les sens et il va se casser ses vertèbres. Donc pour éviter, il faut vraiment faire une contention dans une serviette. Là, j'ai mis une petite photo, un burrito. Pour, à minima, ça permet de voir la bouche et les dents, parce que la bouche et les oreilles, parce que c'est quelque chose qu'ils détestent, les lapins, qu'on touche à leur tête, donc forcément, ils vont réagir. Puis après, il y a des petites techniques, par exemple, pour tout ce qui est dentaire. En général, c'est un lapin de 2-3 ans qui mange de la merde, mais aussi qui a du ptialisme. Et des fois, on ne voit pas forcément le ptialisme au niveau de la bouche, mais il faut voir la face antérieure de ses membres antérieurs, la face médiale de ses membres antérieurs, ou s'il y a le poil qui est mouillé, c'est-à-dire qu'en fait, à force, il bave, mais les lapins sont super propres, donc en se nettoyant, il va mettre de la bave sur ce côté-là. Puis après, en fait, un lapin qui a des problèmes dentaires peut avoir du jetage, de l'épiphyra, parce que les dents des lapins, il n'y a pas de racine dentaire, c'est une couronne qui fait qu'en fait, ça pousse autant vers la couronne clinique, donc la dent qu'on voit et la couronne, je ne me rappelle plus du nom. Bon, la partie de la dent qui est interne qui pousse tellement que, par exemple, des fois, ça peut boucher les sinus ou boucher le canal nasolacrymal. C'est pour ça que c'est des lapins qui peuvent avoir des rhinites ou des acréocystites secondaires ou maladies dentaires. C'est tout. Et il faut pas, dans le doute, un lapin, même s'il n'a pas grand-chose, s'il mange pas, etc., il faut toujours proposer une hospitalisation. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui sont des proies, qui cachent très bien leurs signes. En général, quand ils vont pas bien, c'est déjà que c'est assez avancé par rapport à un chien-chat. C'est un animal qui a besoin de soins intensifs. Voilà. Après, voici le diagnostic différentiel de la stase digestive, juste pour vous montrer que c'est un peu comme diarrhée-vomissement du chien. Donc, il y a des origines digestives, des origines extra-digestives. On va commencer par les origines
digestif, le plus souvent, c'est ça. J'ai mis en gras ce qui est le plus fréquent. Bon, il y a par exemple pour les lapines qui sont stérilisées, des fois avec le moignon utérien, il peut y avoir des sortes d'adhérence avec le côlon qui peuvent faire des stases plus ou moins répétitives. Pas très graves, mais ça pourrait expliquer des stases qui récidivent. Puis après, il y a tout ce qui est stase obstructive. Les corps étrangers, ça existe, c'est extrêmement rare. Les lapins sont pas aussi bêtes, on va dire, si je puis dire, que les chiens-chats, ils mangent pas n'importe quoi. En général, c'est des trichobézoaires, c'est que souvent, les lapins qui sont en grosse mue, qui, par exemple, on voit qu'il y a des selles enchâssées, c'est un peu des signes avant-coureurs qu'à un moment donné, à force de se toiletter, bah, les poils vont se coaguler, enfin, vont faire une grosse boule et tout boucher. Puis après, bon, c'est possible les intussusceptions. Puis les problèmes dentaires, les malocclusions, les abcès, les pointes, etc., les intoxications, les indiscrétions alimentaires, en gros, il y a personne. C'est pour ça qu'il faut toujours leur demander s'ils leur ont donné quelque chose de différent dernièrement, un nouvel aliment. Des fois, ça pourrait expliquer une stase. Puis, bah, l'antibiothérapie, je pense que vous le savez, il y a des antibiotiques qui sont dits interdits, l'ampicilline, la vancomycine, la clindamycine. Puis, quelques types de pénicilline. Après, elles ne sont pas totalement interdites, mais quand vous n'avez pas l'habitude, évitez d'en donner. Il y a juste, par exemple, la duplociline, on peut le donner en sous-cut strict. Si vous le donnez en IV, vous tuez sur le coup le lapin ou en péros non plus. L'ampicilline, techniquement, on vous l'apprend à l'école que c'est interdit, mais bon, j'ai déjà donné en IV, mais bon, c'est vraiment à donner en dernière intention. En gros, l'animal est en train de mourir et c'est le dernier truc qui pourrait le sauver. Ces antibiotiques sont interdits chez les lapins, les chinchillas, les cobayes et les hamsters. Attention, chez les rats, on peut donner l'amoxicilline acéclavulonique, enfin, comme un chien, quoi. Puis après, ce qui est très important, et je pense qu'il n'est pas forcément, on l'oublie toujours, et franchement, 70% des cas, c'est dû à ça, c'est une diète trop riche en sucre et pauvre en fibres. Les fibres sont nécessaires pour l'abrasion de leurs dents, mais aussi pour que le transit digestif, pour la motilité du transit digestif. Les fibres, en gros, c'est le foin. Les glucides, donc c'est les carottes, les fruits et les granulés qui sont vraiment riches en glucides, pauvres en fibres. Et à force de manger trop de glucides, en fait, ça va sélectionner certaines bactéries, les clostridies, qui sont pas, normalement, elles sont présentes en petite quantité dans le tractus digestif du lapin. Et quand elles le sont en trop grande quantité, c'est elles qui vont pulluler, qui vont donner du gaz. Sauf que quand elles produisent du gaz, ça fait extrêmement mal. Voilà. Après, il y a les causes extra-digestives. Toute cause de stress peut entraîner une stase. Puis après, toute cause de douleur, hein, c'est pas forcément digestive. Un lapin qui a une otite moyenne par exemple pour les lapins béliers, les fractures de pattes, enfin que sais-je, n'importe quoi, une plaie. Puis après, il y a quelque chose, il faut toujours faire attention, les torsions de lobe hépatique. C'est pas si rare que ça, mais bon, ça fait au moins 5% des stases qui, en fait, il faut quand même y penser. En gros, c'est un lapin d'un seul coup qui a une stase, qui est en arrêt de transit, mais c'est très brutal. En général, ça dépend si c'est vraiment en suraigu ou pas. Le lapin, il est en hypotension, il a les muqueuses pâles, parce qu'en général, le lobe hépatique, je crois que c'est le lobe caudé du foie qui tourne le plus souvent. Et ça peut donner un hémo-abdo, des choses comme ça. La façon pour la diagnostiquer, en première intention, c'est de faire une biochimie pour voir les paramètres hépatiques qui sont augmentés. Puis après, c'est une suspicion. Après, il faut aller en écho versus en scanner. Et la plupart du temps, selon l'état clinique, une chirurgie est nécessaire. Après, je sais, à l'école, là, Alfort, on poussait vraiment vers la chirurgie, mais il y a des articles qui ont montré que c'est pas forcément, on n'est pas obligé. En gros, si les gens veulent pas faire la chirurgie, il faut pas condamner le lapin, sachant que il y a l'espérance de vie avec un diagnostic de torsion hépatique. Un article a montré qu'il y avait 65%, je crois, d'espérance de vie juste avec un traitement médical. En gros, il faut gérer la stase, la douleur, en attendant que ça passe. Soit le lobe, il se détord, soit à force, ça fait plus vraiment mal, puisqu'il est plus vascularisé. Versus, si on fait une chirurgie, on est à 60-75% de survie. En gros, c'est pas énorme non plus. C'est sûr que le standard, c'est faire une chirurgie, au moins, c'est bon. Mais il faut pas, il y a plein de cas, on a géré médicalement et ça s'est super bien passé. Puis après, il y a les illus paralytiques dus à d'autres causes primaires, les maladies rénales, cardiaques, les calculs urinaires, etc. Après, bon, un lapin, l'examen clinique, des fois, c'est dur d'avoir le diagnostic, donc il faut faire des examens complémentaires. Je pense que vous avez l'habitude de quelques-unes, notamment la radiographie. On peut faire une échographie abdominale, une FAST à minima, une biochimie, une numération formule sanguine, la pression artérielle qui se met
qui se prend au niveau du membre thoracique. En gros, c'est à peu près la même chose. Je crois qu'on considère qu'on a une hypertension supérieure à 170. Donc, c'est un petit peu plus élevé que les chiens-chats, mais c'est globalement pareil. C'est plutôt l'hypotension qu'on recherche. Et on peut faire aussi des gaz sanguins, des choses comme ça, mais d'après mon expérience personnelle, c'est vraiment super rare, les déséquilibres ioniques ou les gaz sanguins. Je ne sais pas si c'est vraiment super rare, mais en général, on n'a pas des écarts aussi étroits que les chiens-chats, donc je ne sais pas si en fait on les sous-estime. Mais en tout cas, c'est pas aussi documenté que les chiens-chats. On va commencer par la radiographie abdominale. Bon, bah, c'est là. Donc là, il y a deux signes, deux types de radio complètement différentes. À votre avis, quelle serait la radio où il y a des signes d'obstruction digestive? Vous pouvez parler ou envoyer un message? Je dirais celle de droite. Non. Pourquoi? Celle de droite, c'est plus, là, on voit l'estomac, là, les deux flèches bleues. L'estomac est plus petit, mais certes, il y a de l'air, mais c'est pas un carnivore domestique. Là, c'est de l'air pour moi, c'est dans le cæcum. C'est une sorte de, une stase cécale. On voit un peu les ostracions. Certes, c'est pas la meilleure vue. Dans ma première photo, je crois, la première radio, là, c'était une stase cécale rocambolesque où on voit les ostracions et tout. En général, on a ça quand c'est un animal qui mange pas depuis un bon moment et du coup, les bactéries pullulent. Elles font beaucoup de gaz dans le cæcum. C'est dans le cæcum où il y a énormément, c'est un peu l'usine pour digérer toutes les fibres chez le lapin. Donc, en gros, c'est là où il y a la plupart des bactéries. Et là, c'est une dysbiose cécale. C'est pas vraiment une stase obstructive. Pour dire une stase obstructive, en général, chez le lapin, ça se bloque au niveau du pylore ou au début du duodénum, donc c'est plutôt à gauche. On voit que l'estomac, déjà, c'est pas du tout le même contenu. Là, c'est plutôt un petit truc mité, c'est un peu l'alimentation. Là, c'est un peu en œuf au plat, donc là, il y a de l'air et il y a du liquide. Ça, c'est pas normal qu'il y ait du liquide, et enfin, ni de l'air d'ailleurs. Et on voit que l'estomac, donc, il dépasse l'arc endocostal. Donc, en gros, l'estomac est trop gros. Pourquoi c'est obstructif? Parce que la paroi de l'estomac touche le ventre et dépasse L2. En gros, c'est des signes objectifs d'une obstruction digestive haute. Puis après, il y a aussi, si on fait un VHS, là, comme chez la cardiomégalie, là, chez les animaux, donc on prend la longueur et la hauteur et on assume et on fait la somme. Et si le VHS est supérieur à la distance L1, L7, c'est aussi une autre façon de mesurer et dire qu'il y a une augmentation gastrique. Là, j'ai repris, hein, c'est comme ça, si vous voulez, si vous pouvez prendre, enfin, si vous voulez prendre pour qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. Après, donc, on peut faire des échographies. Certes, on le fait moins souvent que les chiens-chats parce que déjà, c'est un peu plus compliqué. Il suffit pas juste de mettre de l'alcool. Ça marche très mal parce qu'ils ont un sous-poil hyper dense. Donc, en gros, pour avoir à peu près les mêmes images, il faut tondre. Moi, je trouve, personnellement, c'est très utile lors d'hémo-abdos. En fait, par exemple, quand on a une suspicion de torsion de lobe hépatique, ça nous permet de voir ça, ou bien, par exemple, pour voir des calculs urinaires, ou bien pour voir des fois des lapins, surtout en France. Hein, ils ont beaucoup de problèmes urinaires, notamment des calculs urétéraux et tout. C'est la même chose que les chiens-chats. Donc, on voit qu'il y a l'urtère, il est visible, il est dilaté, avec les bassinets augmentés, etc. Pour le coup, c'est la même chose que les chiens-chats. Il y a quelques petites spécificités d'un point de vue digestif. Des fois, bon, mais il y a des trucs très spécifiques. Ils peuvent avoir des appendicites et tout, mais honnêtement, même moi, je ne serais pas capable de le diagnostiquer. C'est super rare et honnêtement, c'est pas ce qu'on vous demande de voir en urgence. Puis après, la biochimie, oui, je sais, ça paraît. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile de faire une prise de sang chez un lapin qu'un gros chien, mais bon, juste pour voir, c'est vraiment facile. Il faut juste essayer. Il faut prendre une aiguille orange et une seringue de 1 millilitre. Et là, j'ai mis une photo à peu près de comment il faut tenir l'animal. Déjà, on ne peut pas le faire tout seul, donc il faut que quelqu'un vous aide. Donc, il faut prendre le lapin un peu, cacher sa tête aussi, ça le déstresse. Puis avoir toujours une main plus ou moins ou son corps contre ses lombaires si jamais il fait une ruade. Puis d'une autre main, la personne c'est au niveau de sa sphène latérale. C'est comme les chiens. Une personne comprime mais en même temps fait une hyperextension de sa patte. Puis la personne qui va faire la prise de sang, il faut vraiment qu'elle tienne très bien l'extrémité de la patte parce que dès qu'on va vouloir piquer, le lapin va vouloir retirer sa patte et on n'a pas beaucoup de chance parce que leurs veines, elles font des patates très facilement. Puis, il faut y aller doucement. C'est pas un chien de 50 kilos, ça n'a pas une énorme
on n'arrive pas à prendre énormément de sang d'un coup. Et c'est une veine extrêmement superficielle, donc il n'y a rien à enfoncer, il faut y aller quasiment parallèlement à la patte. C'est très important, déjà d'un point de vue diagnostic, mais aussi pronostic, je vais vous dire plus tard. Déjà, pour une stase en urgence, ça permet le pronostic, le diagnostic surtout pour tout ce qui est insuffisance rénale, mais aussi si on a une augmentation très sévère des paramètres hépatiques. En général, les ALT, les ALAT et les ASAT augmentent presque 10 fois la norme lorsque on a une torsion de lobe. Donc, en gros, ça vous permet vraiment d'exclure plutôt la portion de lobe hépatique. Pour confirmer une torsion de lobe hépatique, il faut aller en échographie, mais déjà, ça vous permet de dire, bon, si ces paramètres hépatiques sont bons, donc ça, on peut l'oublier. S'ils sont très élevés, il faut vraiment l'envoyer pour faire une échographie et plus ou moins une chirurgie, préparer les gens, quoi. Pour la numération formule sanguine, c'est, si je peux dire, un peu moins important dans l'urgence, mais ça peut nous donner pas mal d'informations. Donc, en gros, si vous n'avez pas assez de sang, privilégiez plutôt la biochimie que la numération formule sanguine. Qu'est-ce qu'on peut voir pour l'hématologie? Donc, on peut voir bien sûr des signes d'anémie, à savoir que l'anémie à médiation immune est extrêmement rare, voire quasiment pas documentée. Quand on a une anémie, il faut penser à une perte sanguine, par exemple un hémoabdo lors de torsion de lobe, une inflammation chronique, par exemple un lapin qui a un abcès, une otite, des choses comme ça, néoplasique bien sûr, mais aussi des origines toxiques ou médicamenteuses. Il faut savoir que le panacur, le fenbendazole qu'on donne lors des eucuniculis chez les lapins, c'est documenté que ça peut entraîner des anémies. En général, même si c'est pas vraiment fait pratiquement en France, normalement, ça apparaît au bout du 10e jour du fenbendazole. C'est rare, mais ça peut arriver. Et on recommande de faire un minima une hématocrite au bout du 10e jour du traitement. Puis après, on peut avoir une thrombocytose c'est un peu comme les chiens-chats, lors d'inflammation chronique ou de saignement digestif. Jamais vu des thrombopénies en vrai chez les lapins. Puis après, les lignées blanches sont un peu spéciales. On ne parle pas de neutrophiles chez les lapins, enfin chez quasiment aucun rongeur, lagomorphe ou oiseau. On parle plutôt d'hétérophiles. Ça ressemble à peu près à la même chose, mais bon, je ne sais pas pourquoi on donne. Je pense que ça n'a pas le même aspect d'un point de vue cytologique. Chez le lapin, le ratio hétérophile sur le lymphocyte, il doit y en avoir autant. Puis après, par exemple, si on a des hétérophiles augmentés, ça peut nous faire penser à une infection bactérienne. Si on a des lymphocytes augmentés, plutôt quelque chose de viral, etc. Donc ça, c'est après en fonction de comment va le ratio. On a plutôt, ça nous aide vers tel ou tel agent pathogène. Puis, ce qui est très important, je pense, en urgence, c'est les indicateurs pronostiques. Négatifs, soyons un peu pessimistes dans la vie. Donc déjà, la première chose, c'est l'hypothermie. Le lapin, sa température normale est de 37,9 à 39,5. Donc déjà, si on est inférieur à 37,9, c'est pas bon signe. Sachant que dès qu'on perd 1 degré par rapport au 37,9, le lapin a 2 fois plus de chances de mourir. C'est la même chose chez les cochons d'Inde. Et pour ça, c'est important. Un lapin qui est en hypothermie, faut qu'il soit hospitalisé. Il faut vraiment un peu faut insister là-dessus, il faut le réchauffer, etc. Puis après, à la biochimie ionogramme, c'est important de prendre aussi le sodium. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une hyponatrémie, c'est aussi un facteur mauvais pronostic chez le lapin. Donc, je vous ai mis les valeurs là, 130, c'est les valeurs de normes, les normes chez le lapin. Et si on est inférieur à 129, ça sent pas bon. Puis après, l'hyperurémie. Donc, si on a une urée, on sait que plus l'urée augmente, pire est le pronostic. Bon, je pense que quand bien même, quelles que soient les origines, si c'est une insuffisance pré-rénale, enfin une origine pré-rénale, rénale ou post-rénale, que sais-je, là, on parle de l'urée à son admission. On sait que quelle que soit l'origine, plus elle est élevée, pire est le pronostic. Et par exemple, une urée normale, donc inférieure à 0,20 à 0,3, le lapin a 3 fois plus de chances de survie qu'une urée augmentée. C'est pas énorme. 0,53, c'est la limite haute de l'urée chez le lapin. Puis après, l'hyperglycémie, si elle est augmentée, donc supérieure à 3,6 grammes par litre, c'est de mauvais pronostics qu'on considère. Et si elle est très, très élevée, donc à 4,5, en général, c'est subjectif d'une obstruction digestive. Donc là, on fait beaucoup plus attention. Des fois, on peut aller jusqu'en chirurgie pour les obstructions digestives. C'est rare d'aller en chirurgie pour les lapins. Et pourquoi c'est l'inverse des chiens-chats? Pourquoi? Parce qu'en fait,
quand on a le glucose qui augmente, en fait, ça fait une preuve que plus le glucose augmente dans le sang du lapin, plus les cellules digestives sont en train de souffrir. Puis après, il y a l'hypolactatémie, c'est exactement l'inverse des chiens-chats. Le lactate normal chez les lapins est très élevé, enfin 6,7, 7,7 millimoles par litre. Et plus il est élevé, pourquoi? Parce qu'en fait, quand le foin, etc., les fibres sont hydrolysées par les bactéries du sécom, elles produisent des acides gras volatiles et des lactates, un peu en gros comme chez les vaches dans leur rumen. Et quand les lactates augmentent, c'est-à-dire que le transit digestif reprend, le sécom refait son travail. Donc, si on a une hypolactatémie, c'est pas sur le point, ça va être mauvais pronostic, mais c'est plutôt l'évolution. C'est un peu comme les chiens-chats, mais à l'envers. Donc, plus les lactates augmentent au bout de 48 heures, meilleur sera le pronostic, c'est-à-dire pourquoi? Parce que le transit est en train de repartir. Pardon, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. En gros, donc une hypothermie, une hyponatrémie, une augmentation de l'urée, une hyperglycémie, une hypolactatémie sont des mauvais pronostics chez les lapins. Et aussi chez les cochons d'Inde. Après, bon, bah, du coup, là, je vais vous parler de tous les traitements, on va dire, assez général pour toutes les stases digestives des lapins. Et vous parler un peu, bah, je vous ai aussi donné toutes les doses parce que je pense que des fois, c'est ça aussi qui manque. Et sachant que toutes les doses, quasiment, elles sont mises dans un livre qu'on appelle le Carpenter, qui est très important. Si vous ne l'avez pas, franchement, c'est super important de l'avoir. Même moi, des fois, je l'utilise pour, bah, peut-être pas les lapins, mais il y a tous les NAC, même les cochons vietnamiens, même les primates, que sais-je. Bon, pour les traitements, la base, c'est quand on est en stase, donc on est en colique, ça fait super mal. Donc, le premier traitement étant un antidouleur. On peut commencer par les opioïdes. S'il est plus ou moins, il n'a pas tant mal que ça, l'Abupré. Puis après, la méthadone ou le tramadol. La méthadone, il faut faire attention, il n'y a aucune preuve scientifique, ni de la dose, ni que ça fonctionne. Il y a des preuves comme quoi le 0,2 et 0,5 mg par kilo ne marchent pas du tout. Donc, il n'y a vraiment aucune preuve. Là, c'est en France, c'est un peu en Europe, on fait beaucoup ça. En Amérique du Nord, on ne l'utilisait jamais parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi ça fonctionne. Le tramadol non plus. Et par contre, il y a des preuves pour la buprenorphine, il y a des preuves pour la morphine, l'hydromorphone et des preuves pour la lidocaïne qui se donne en CRI, un petit peu plus élevé. De souvenir, les chiens, c'est 50-100, les lapins, on commence déjà à 75 à 100. La lidocaïne, c'est un analgésique viscéral et soi-disant, je crois, anti-vomitif. Mais franchement, c'est du coup, lors de stages digestifs, comme la plupart du temps, c'est origine digestive, ça marche super bien. Puis après, on peut faire des séries, des mix de méthadone, lidocaïne, kétamine, de fentanyl, lidokétamine. Moi, je n'ai jamais utilisé, je vous avoue, la méthadone, lidocaïne, kétamine et je vous ai donné toutes les doses là dans ces petits encadrés. En général, ce que j'utilise, si un lapin qui va relativement bien, qui passe super douloureux, je lui donne l'Abupré. S'il est un peu plus douloureux, je rajoute une série de lidocaïne. Si vraiment il est plus ou moins, je donne la méthadone, plus ou moins la lidocaïne. S'il est hyper douloureux, je lui donne du FLK. En général, les obstructions digestives, les vraies, là, les grosses obstructions, le traitement dans 80-85% des cas, c'est médical. En gros, on donne une forte analgésie, donc plutôt du FLK quand on a une grosse suspicion de trichobézoar. Puis après, une fois que ça passe, on réduit jusqu'à arrêter. C'est très, très rare de faire des chirurgies chez les lapins. Pourquoi? Parce que le pronostic est très mauvais. Hein. En général, quand on touche à leur système digestif, ils ont beaucoup, beaucoup du mal à s'en remettre. Il y a, juste pour une chirurgie digestive de base chez un lapin, le taux de mortalité est quand même de 50%. Donc, en général, on le fait au dernier recours, une fois que les traitements médicaux n'ont pas réussi, n'ont pas marché. Puis après, je sais, il y a beaucoup de personnes qui donnent du méloxicam. Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas de dose efficace connue du méloxicam. On sait juste que le méloxicam à 0,5 mg par kilo sous-cute une fois par jour ne fonctionne pas. Donc, je sais qu'il y a des endroits où on donne 0,5, 1 mg kilo, Péros ou sous-cute bise. Je pourrais jamais vous dire, on ne sait pas quelle dose est efficace. Mais moi, personnellement, je donne jamais de méloxicam lors de stages digestifs. Enfin, tant qu'on ne sait pas que l'origine n'est pas... Tant qu'on ne sait pas quelle est l'origine de la stage, je ne mets jamais de méloxicam. Pourquoi? Parce que si on a une origine digestive, c'est un peu comme les chiens, ça peut irriter, ça peut pour moi détériorer tout ce qui est signe digestif, des saignements digestifs, etc. Donc, sauf si c'est évident, par exemple, un lapin qui s'est cassé une patte qui a mal, oui, on va lui donner du méloxicam parce que la stave va pas être secondaire à quelque chose de digestif, mais une douleur autre. Donc là, on peut l'utiliser, mais moi, je ne le donne pas de prime abord.
Puis après, il y a le gabapentin, une technique très nord-américaine. En gros, ce gabapentin, c'est comme un peu le tramadol, qui est assez efficace pour l'utiliser depuis 2 ans. Moi, je l'utilise souvent pour les petits stages et ça se passe super bien. Et contrairement au tramadol, je trouve qu'il donne moins de sédation que le tramadol. Donc, voilà. Après la fluidothérapie, franchement, les trois pierres angulaires d'une stase, c'est l'analgésie, la fluidothérapie et le gavage. Pour la fluidothérapie, il faut aller plus agressivement que les chiens-chats pour la simple et seule raison que leur besoin d'entretien est beaucoup plus élevé. Il est de 100 à 120 ml par kilo par jour, donc à peu près 5 ml par kilo par heure. C'est un peu le besoin d'entretien pour un animal non déshydraté. Puis après, forcément, c'est beaucoup plus efficace que faire par IV ou par voie intra-osseuse que par sous-cutanée. Je vous ai donné la dose si vous n'arrivez pas à poser le cathéter en sous-cutané. En gros, chez le lapin, il y a 2 sites. Il y a l'oreille, effectivement. Là, je vous ai montré une photo. Donc, c'est sur la face externe, la face externe du pavillon. Et on ne fait jamais au milieu parce que c'est une artère. Donc, on va éviter, vu qu'en plus, c'est une vascularisation terminale. Donc, en gros, s'il y a un caillot, l'oreille, après, il va la perdre. Et que les élèves refusent de l'enlever par des... Je ne sais pas c'est qui, je comprends rien. Ah, bon, bref. Donc après, il y a les 2 artères périphériques et en général, on fait celle qui est latérale, celle-ci, et c'est le caté mauve pour les petits. D'ailleurs, oui, malheureusement, on n'en a pas en MUF, donc c'est un peu chiant des fois pour les petits lapins. Sinon, les cathéters jaunes pour les lapins de au moins 1,5-2 kg, ça se fait. Pour faire le cathéter, c'est exactement la même chose que les chiens-chats. Le seul truc, c'est que déjà, il faut garder en tête, et des fois, il faut le dire aux gens, que des fois, ils peuvent perdre leur oreille. Si ça est gonflé, si c'est trop serré, ils peuvent vraiment faire perdre l'oreille très facilement. Et comme c'est une pâte, c'est pas une pâte, donc les oreilles, c'est un peu mou, donc on rajoute une petite compresse, un petit burrito de compresse. On roule une petite compresse avec un peu de scotch qu'on met dans l'oreille pour faire une sorte de tuteur, comme un plant de tomate. Sinon, il y a ce qui est moins risqué, mais un peu plus difficile à mettre sur un lapin non sédaté. C'est comme les chiens-chats, donc c'est sur la céphalique. La veine est plus grande, ça se fait. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça, mais c'est vrai que si l'animal bouge et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, du coup, l'antibiothérapie. Donc après, je vous ai mis à peu près, grosso modo, vraiment de façon très simplifiée, les antibiotiques qu'on pourrait utiliser. Pour les origines digestives, notamment lors de dysbiose, donc quand on a beaucoup d'air dans le digestif, on donne du métronidazole. Idéalement, c'est en IV, 5 mg par kilo, mais c'est assez rare d'en avoir. Donc, on donne souvent du métronidazole, 20 mg par kilo per osbi. Après, du métronidazole qui donne super facilement, c'est le Flagyl. C'est un médicament humain, mais en ce moment, il y a des difficultés à s'en procurer en pharmacie. Après, pour tout ce qui est origine urinaire ou, par exemple, chez un jeune lapin qui a de la diarrhée, par exemple, pour la coccidiose, on pourrait utiliser le trimétropine sulfamide. Donc, c'est 30 mg par kilo per os sous cul de bite. Et il faut faire attention, en sous-cutané, il faut vraiment faire attention. Le Borgal, là, il faut vraiment pas le faire, faut le faire en sous-cut, pas en intradermique, sinon ça fait des nécroses cutanées. Puis après, il y a les origines respiratoires, la doxycycline. Pour tout ce qui est dentaire, auriculaire, honnêtement, ça ne sert absolument à rien de faire le TMS. C'est soit la duplociline en sous-cutané strict. J'insiste pour le strict parce que si vous faites en IV, vous pouvez tuer le lapin sur le coup. Et c'est un produit extrêmement épais. Donc, une seringue, une aiguille orange ou bleue, vous n'y arriverez pas. On prend une jaune et si jamais on ne fait pas une vraie sous-cutanée, ça sort à côté. Il faut vraiment bien laver le lapin parce que aussi la pénicilline, ça tue le lapin s'il l'avale, donc s'il se nettoie avec. Donc, moi, je nettoie avec un petit peu d'eau jusqu'à ce que je vois plus du tout de pénicilline. Sinon, il y a aussi l'azithromycine qui est plus facile à donner parce que ça se donne en péros une fois par jour, mais par contre, il faut faire très attention. L'azithromycine, on peut l'avoir facilement en pharmacie humaine, mais par contre, c'est un peu chiant dans le sens où 50% des lapins, ça leur fait vraiment mal au bide. Des fois, ça peut entraîner des stases digestives. Donc, il faut vraiment le dire aux gens si jamais ça arrive qu'ils arrêtent. Et à minima, pour éviter au maximum cet effet secondaire, on donne des probiotiques, soit du rongeur digeste, soit du fibreplex. Et puis après, la réalimentation, donc le gavage, je pense que ça, tout le monde connaît.
effectivement, il ne faut pas donner lorsqu'on a une obstruction digestive, lorsqu'on suspecte si son estomac est énorme, si à la radio il y a une vraie obstruction digestive. En général, on ne fait pas. Au maximum, on donne quelques ml de gavage juste pour ajouter un petit peu de vaseline. La vaseline, c'est une sorte de pétrole qui est absolument, c'est pas toxique, ne vous inquiétez pas, c'est pas absorbé. Ça permet de juste graisser les anses digestives, donc la tuyauterie, pour que le trichobézoar il s'en aille médicalement. Sinon, Tu peux pour me donner du masson? les lapins qui n'ont pas de signe d'obstruction digestive, donc l'entretien en général, c'est 45 ml par kilo par jour. Moi, en général, je le divise en trois repas, donc 15 millilitres par kilo par voie orale, 3 fois par jour. Donc après, il y a plein de trucs différents. Il y a le critical care, il y a le recovery, il y a l'emerald. Bon, après, il y a des petites connotations. Donc, il y a l'intensive care. En gros, c'est quelque chose de hyper tout petit. Pour les animaux en soins intensifs, normalement, c'est fait pour les 2-3 jours, pendant 2-3 jours. Normalement, ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez de fibres pour que ça soit un animal qui en mange pendant des semaines, des semaines. Puis après, quand il va mieux, normalement, on donne l'Emerade Sustain, ou le Critical Care, c'est un peu l'équivalent de l'Emerade Sustain. C'est plus fibreux. Voilà. Et par exemple, l'Emerade Intensive Care, ça peut se donner à travers des sondes parce que c'est vraiment très liquide. Puis après, du nursing, donc vraiment important pour un lapin, ça ne suffit pas, oui, il a fait des crottes. Il faut vraiment le dire combien. S'il a fait 3 crottes, oui, il a fait 30, clairement, ce n'est pas la même chose. Puis après, les voir comment elles sont. Est-ce qu'elles sont molles? Est-ce qu'elles sont toutes petites, dures? Est-ce qu'il y a du poil dedans? Ou est-ce qu'elles sont belles comme des Nesquik? Pour savoir, en fait, ça nous donne une idée de comment va le sécom, comment va son transit digestif. Puis après, c'est comme les chevaux en colique ou les femmes enceintes, faut les faire marcher pour relancer le transit. On peut-être pas les faire sauter, mais bon, laisser le lapin pendant 10-20 minutes dans une salle pépère pour qu'il fasse, qu'il bouge et tout, c'est vraiment bien. Et après même, il y a eu des études qui montraient qu'on met les lapins sur une machine à laver, comme ça relance un peu leur transit. Bon, ça, j'avoue, je ne l'ai jamais essayé, mais voilà. Puis après, il y a des traitements un petit peu autres qui peuvent être utiles dans certains cas. Par exemple, lorsqu'il y a un lapin qui a mangé des antibiotiques. C'est un peu chiant parce que le lapin ne peut pas les faire vomir. Donc déjà, ça, on ne peut pas le faire. On peut donner, oui, du charbon, mais vraiment, le traitement qui pourrait sauver le lapin, par exemple, un animal qui mange la pénicilline, on peut lui donner de la cholestéramine. C'est une boîte, c'est du Questran, ça se prend très facile, ça se trouve très facilement en pharmacie. C'est un chélateur de toxines d'entérotoxines. Donc ça, on peut l'utiliser pour un lapin qui a mangé un antibiotique interdit ou par exemple pour un lapin, comme on a vu là à la radio, où il a une énorme dysbiose sécale, donc il y a beaucoup d'air dans le transit digestif, sans que ce soit forcément une obstruction digestive. Ça permet en fait de capter les toxines que les clostridies peuvent faire sécréter, qui pourraient entraîner la mort du lapin. Du coup, là, je vous ai donné la posologie. Puis après, en bas, donc c'est la diméthicone, donc à droite, qui est facilement qu'on a en France, et la siméticone en Amérique du Nord. Ça permet, quand on a un animal qui a beaucoup d'air, ça permet, en fait, c'est un médicament humain qui permet de capter par son effet moussant, par son effet surfactant, de capter et éliminer le gaz. Ça, c'est plus un traitement symptomatique, alors que l'autre, il empêche, il capte les toxines. Voilà. Après, il y a des traitements, je vois souvent, qui sont utilisés et il faut avoir un petit esprit critique, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre que tel ou tel médicament fonctionne. Donc, le méthoclopramide, je crois que la seule chose qu'on a, on a sur des cellules en laboratoire, comme quoi ça avait un effet prokinétique, mais sans plus chez le lapin. Le maropitant, évidemment, ça va être très dur aussi de pouvoir dire que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les lapins ne vomissent pas, donc c'est un peu dur. Après, ils peuvent être nauséeux, mais bon. Moi, je ne mets pas de prime abord du maropitant lors de stade digestif. Je sais que des personnes disaient que le maropitant, il pourrait avoir un effet analgésique viscéral, mais honnêtement, je n'ai pas vu aucun papier qui le montre ou qui le démontre. Puis après, les antiacides, je sais qu'en France, on l'utilise beaucoup, mais honnêtement, il n'y a aucun article qui le montre et physiologiquement, je trouve ça un petit peu bizarre. Pourquoi?
Parce que l'acidité des lapins adultes, le pH gastrique est de 1 à 2. C'est complètement normal. Ça empêche aussi que toutes les bactéries, enfin, eux, ils n'ont pas de gastrite bactérienne, des choses comme ça, parce que forcément, rien ne peut survivre à un pH de 1 à 2. Et je sais que souvent, lors de stages digestifs, à des endroits, mais je me souviens même à Alfort, on donnait des antiacides. Sauf que à quel point ça pourrait être contre le lapin du fait de réduire ce pH gastrique, je sais pas. En tout cas, il n'y a aucun article qui dit que ça est recommandé ou ça augmente le pronostic chez un lapin qui a une stase. Puis après, la mirtazapine, le truc orexigène qu'on donne chez les chiens-chats, ça aurait été une belle idée, mais il y a un article, je crois, de 2020-2021 qui a montré que ça n'a malheureusement aucun effet orexigène, mais ça augmente juste un petit peu la production de sel. Donc bon, pas très efficace. Après, il y a un petit truc, je sais que c'est un peu compliqué de vous l'expliquer comme ça, et ça peut vraiment sauver un lapin qui a une obstruction, enfin qui a un estomac énorme, tellement gros que ça pourrait, ça entraîne une dyspnée, des choses comme ça. Malheureusement, chez le lapin, on peut pas faire de gastrosynthèse. C'est vraiment contre-indiqué parce que je pense que en faisant la petite pression, tout va sortir, ça va faire une péritonite septique. Donc, la seule façon de stabiliser un lapin qui va vraiment pas bien, qui est en choc, qui respire mal à cause d'une dilatation gastrique sévère, c'est de faire un sondage orogastrique. Donc là, vous allez dire que je suis devenue folle, je vous montre un cheval, mais c'est juste pour que vous ayez en tête la position. Donc normalement, un sondage orogastrique, déjà, je vous ai mis le matériel qu'il faut. Bon, une gamelle, des alaises. Vous prenez soit ça c'est le Red Ruber ou une sonde d'alimentation de chien, donc quelque chose d'assez gros. Parce que quand on va faire un sondage, les bouts de foin, le bout de poil, ça bloque facilement. Et l'extrémité, vous allez la couper. Vous allez aussi éviter qu'elle soit tranchante en mettant un peu le briquet. Et vous allez rajouter même des petits trous en plus. Le but, plus on a de trous, mieux ce sera. Parce que ça se bouche. La plupart du temps, on l'arrête parce que ça se bouche. Puis vous allez mettre du tronotane pour passer dans la bouche du lapin. Et vous allez prendre une seringue de 3 millilitres, mais il faudra couper l'embout. Et aussi pareil, passer au briquet pour que ce soit pas tranchant. Et en fait, ça va être une sorte de padane. C'est ce qui va être mis dans la bouche. Puis après, on met à l'intérieur de ce truc, on va mettre la sonde pour éviter que le lapin la mange. Idéalement, ça se fait sous anesthésie, sédation. Pourquoi? Parce que c'est déjà très inconfortable. Voilà. Moi, la plupart du temps, quand les animaux vont pas bien, je le fais vraiment vigile et franchement, j'ai jamais eu de problème, mais faut avoir l'habitude parce que si la sonde passe à côté de ses incisives, c'est mort, il va le couper. Les molaires, ça fait écraser, les incisives, ça fait couper, donc faut vraiment jamais que ça passe à côté des incisives. Donc vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le sous sédation. Faut faire attention aussi, il faut faire un monitorage parce que il y a beaucoup de chocs vagaux, donc de bradycardie réflexe lorsqu'on passe lorsqu'on passe la sonde. Puis l'animal doit être maintenu, il faut être à 2 voire à 3 pour faire cette mesure d'urgence. Donc, il faut avoir l'animal en décuve sternale avec la tête relevée, mais en hyperflexion. En gros, comme ce cheval-là. Et après, vous introduisez la sonde donc petit à petit. Bien sûr, c'est comme les chiens-chats, il faut prendre à peu près la mesure de la sonde jusqu'à la fin de ses côtes pour savoir à peu près la mesure qu'on devrait mettre dans la bouche du lapin jusqu'à traverser son cardia. Et bon, je vous ai donné les types de sondes là, en French qu'il faudrait. Et après, va falloir introduire. Et en général, quand il est vraiment obstrué d'un seul coup, il faut même s'éloigner parce que ça remonte très rapidement et même vous pouvez repeindre une salle avec tout ça. Et en général, ça bouge souvent et on réintroduit pas la sonde on refait pas la technique plus de 3 fois. On va pas réintroduire plus de 3 fois la sonde parce qu'à force, ça va éviter tout ceci. Et en général, si un lapin qui a besoin, qui se remet à gonfler, regonfler plus de 3 fois, après la troisième fois, c'est une indication de chirurgie. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à aller jusqu'à 3 fois où la seule fois il fallait le faire, les gens n'ont pas voulu faire la chirurgie, donc ça a été une euthanasie. Pour vous dire que la chirurgie, c'est vraiment le dernier des recours. Je ne sais pas si vous avez trop compris, mais c'est un peu difficile. J'ai pas trouvé de photos ni sur Internet, ni moi-même, parce qu'en général, on le fait en urgence, on n'a pas trop le temps, mais ça permet vraiment de stabiliser l'animal et après, même vous palpez son abdomen est vraiment mieux, quitte après à vous refaites une radio pour être sûr combien il reste d'air, etc.
Après, on peut faire aussi des sondages nasogastriques. Honnêtement, j'ai jamais vu faire et on en parle toujours, mais de ce que j'ai compris, c'est très mal toléré par les lapins, surtout qu'ils ont un mini-nez. Donc, voilà. Après, un petit extra pour les diarrhées des lapins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut faire la différence entre une diarrhée et pas une vraie diarrhée. Les lapins, pour rappel, bon, ils ont deux sortes de sels, les vrais sels, donc les Nesquik, et il y a ce qu'on appelle les sécotrophes. C'est des sels un peu spéciales, un petit peu collantes, en grappes de raisin, avec du mucus, en gros, qui sont faites, qui vont les réavaler après pour finir leur digestion. Donc ça, c'est pas de la diarrhée, hein. Ou par exemple, un animal gros ou un animal handicapé, en général, oui, il a des sels collés, mais en fait, c'est juste les sécotrophes qu'il n'arrive pas à manger. Une vraie diarrhée, c'est une diarrhée liquide, etc. Et en général, le lapin est vraiment pas bien. Une diarrhée chez un lapin, au bout de 3-4 jours, il est mort, hein. C'est vraiment une urgence vitale pour les lapins, qui plus est quand il est petit. La première chose à faire, c'est lui donner des fibres. Arrêter les carottes, les trucs super sucrés. Donc là, même une alimentation exclusivement de foin et d'eau. Puis après, on peut rajouter des probiotiques, du rongeur digeste, du fibroplex. Mais franchement, faut pas se cantonner à ça. Surtout si l'animal va pas bien, c'est pas suffisant. Faut donner du métronidazole, donc voilà. Et la phytothérapie, c'est quand même des petits animaux, c'est comme des petits chiots toute leur vie, donc ils perdent beaucoup, ils se déshydratent facilement. Et pour les jeunes lapins donc qui viennent être adoptés ou bien les lapins qui sortent, aussi penser à la coccidiose hépatique. Donc on rajoute soit du toltrazuril, du Bécox ou bien du TMS. Les autres parasites sont extrêmement rares, donc en général, pour tout ce qui est antiparasitaire, moi je commence par la coccidiose, puis après, bon, ce serait pas une mauvaise idée, mais bon, on peut donner du Panacur, mais il faut savoir que le Panacur, ça sert à rien contre la coccidiose. Voilà, voilà. Et oui, les lapins ne claquent pas forcément, il faut juste savoir bien s'en occuper. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pas vraiment une question, mais juste moi j'ai déjà fait un sondage nasogastrique sur un lapin, Viville. En l'occurrence, ça Ouais. s'était bien fait, mais c'est juste que en fait c'est trop chiant au niveau du diamètre de la sonde, parce que ça se bouchait. Bah, c'est tout petit, je pense. Ouais, c'est ça. Et Donc ça en doit fait, se boucher direct. ouais. Donc en l'occurrence, c'était très très liquide ce qu'il y avait dans son estomac, donc on avait quand même réussi à bien le vidanger, mais malgré tout, je pense que sur une vraie, une vraie obstruction, ça doit être très limité quand même, hein. Je l'ai tenté qu'une fois. Bah, c'est sûr, parce que de même avec les trucs de sonde d'alimentation de chiens, ça finit, tu t'arrêtes souvent, pas parce que tu n'arrives plus à en avoir, c'est juste parce que ça se bouche. Et ces lapins-là, quand tu dois les sédater pour leur faire le sondage orogastrique, tu les sédates avec quoi? Bah, si la pâte caté, tu mets midazolam, méthadone, puis après tu poses et tu fais partie très. Moi, je sais pas, mais normalement, il faut faire ça. Ok. Et il faut toujours que la personne qui le tient prenne un stéto ou un ECG pour savoir s'il y a une bradycardie ou pas, parce que bon, voilà. Ils font beaucoup de chocs vagos avec ça. Et le pronostic, tu dirais quoi pour les stases, les vraies stases, enfin les vraies limites obstruction, quoi? Obstructive. En Ouais. vrai, le 3/4, 90%, ils survivent. C'est au bout de 24 heures où là, on arrive à savoir. Mais c'est vraiment, faut leur donner du FLK au besoin, les sonder et tout. J'ai même sondé jusqu'à 2 fois. 90%, franchement, sans exagérer, survivent. Le lendemain, ils vont super bien. L'estomac, il s'est débouché. Ils refont des selles, les crottes. Honnêtement, faut y aller très agressivement, mais que dans 90% des cas, ils s'en sortent. Ok, merci. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, non, c'était très clair. Bon. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une Merci bonne journée et beaucoup, n'ayez pas peur à Marion. sauver des lapins. Merci Oui, Marion, à toi. À bientôt. Merci, c'était très au intéressant. revoir. Ciao. Les histoires de serrures, c'est intéressant.
C'est bon, on peut couper? Allez, Ouais. bonne Salut. journée.